on va vous présenter tous les trois donc deux programmes qui ont été menés donc en Centre-Val de Loire et en Pays de la Loire pour mettre en relation les apiculteurs et les forestiers. Une petite introduction pour commencer sur les raisons qui ont mené à ces deux projets. En fait, c'était un certain nombre de points de demande à la fois du côté apiculteur et du côté propriétaire et gestionnaire forestier sur les relations entre apiculture, pollinisateurs et milieu forestier. Du côté propriétaire forestier, en fait, on est dans un contexte de changement climatique et aussi de changement des milieux forestiers. Avec notamment des adaptations des peuplements aux perturbations, qui peuvent être par exemple les incendies, les tempêtes ou les dépérissements. Et dans ce cadre de changement des espèces, eh bien, l'idée serait de favoriser la biodiversité, d'où la nécessité de mieux prendre en compte les besoins des pollinisateurs. Du côté des apiculteurs, en fait, on avait aussi une demande de mieux connaître les pratiques de gestion forestière et les pratiques des propriétaires forestiers. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a une coupe rase, quels sont les choix, comment se fait le choix des espèces, comment se fait le choix des différentes essences forestières, pourquoi est-ce qu'on va choisir de mettre une espèce et pas une autre. Voilà, il y a un besoin de connaissance de ce côté-là. Ensuite, on va aussi avoir des changements, notamment vis-à-vis de certaines essences qui sont des essences intéressantes pour l'apiculture, avec par exemple donc la remise en question de la légitimité de la filière robinier-faux-acacia, mais aussi, comme vous pouvez le voir sur le tableau qui est présent à droite, qui présente le bilan de santé des forêts en 2021, des problématiques autour du châtaignier qui va connaître un certain nombre de problèmes de santé, on va dire, et qui remet aussi en cause sa présence dans certains peuplements forestiers. Enfin, les apiculteurs, dans un contexte où la ressource n'est pas toujours facile à trouver, peuvent avoir besoin d'accéder à de nouvelles parcelles forestières. Et ça, comme vous allez pouvoir le voir dans les projets, ça passe par une mise en interconnaissance, enfin une mise en relation, on va dire plutôt, des propriétaires forestiers et des apiculteurs pour que ces apiculteurs puissent accéder à des zones de forêt qu'ils n'avaient pas encore jusque-là. Et pour finir, l'idée, c'est aussi de faire prendre en compte les problématiques apicoles et les spécificités de l'activité apicole par les propriétaires forestiers et les gestionnaires forestiers lorsque ceux-ci agissent sur les forêts. Maintenant, je vais laisser la parole donc à Bérénice et Marine pour vous présenter un peu comment sont nés ces projets et à quoi ils ont mené. Bonjour, donc Marine et moi, on travaille au Centre régional de la propriété forestière. Je vais juste peut-être revenir un petit peu sur notre établissement qui est peut-être pas connu de tous. Donc le CRPF, c'est un établissement public qui a comme mission de conseiller tous les propriétaires forestiers privés dans la gestion durable de leur forêt, et en particulier d'agréer les documents de gestion durable, qui sont des documents qui permettent d'encadrer les pratiques forestières et de prendre en compte les enjeux économiques, sociaux et environnementaux des forêts. Donc et puis on a aussi un rôle de formation et de sensibilisation des propriétaires. Donc voilà, on va vous présenter un petit peu la naissance de ces projets. Donc moi, ça va être côté Pays de la Loire. Donc c'est un projet qu'on a nommé Mélifort. En fait, il y a eu des premiers échanges avec l'ADAPL, entre le CRPF et l'ADAPL dans les années 2015-2016, lors des premiers lâchers de Taurimus qui avaient été faits en forêt pour lutter contre le cynips du châtaignier. Donc, c'est une lutte biologique, on avait peut-être entendu parler, et qui a eu des résultats plutôt intéressants. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le premier problème pour le châtaignier en forêt, on va y revenir, mais ça a permis en tout cas d'avoir des premiers contacts entre les mondes forestiers et apicoles. Le projet Mélifort, il est né en 2020. C'est le CRPF qui l'a proposé, il est soutenu par la région Pays de la Loire. Sur ce projet, il y a donc l'ADAPL qui travaille en partenariat avec nous, mais il y a aussi le GRECIA, qui est un groupement d'études sur les entomologistes, donc qui anime également le plan national d'action, la déclinaison régionale sur les pollinisateurs sauvages. Pour nous, c'était important, on l'a dit tout à l'heure, que la santé des abeilles domestiques, c'est un thermomètre pour l'ensemble des pollinisateurs. Et c'était important pour nous, dans nos conseils de gestion, de prendre aussi en compte les spécificités des abeilles sauvages, par exemple en termes d'habitat forestier. Donc voilà, c'était important d'avoir le point de vue du GRECIA sur ces sujets-là. On travaille aussi avec France Silva, qui est le syndicat des propriétaires forestiers, les CETEF, qui sont des groupements
de propriétaires qui font des expérimentations sur les techniques forestières. Et voilà, donc c'est l'ensemble des organismes qui ont participé à la création du projet en 2020. Et donc, pour revenir sur les objectifs, donc il y a 3 objectifs principaux. C'est communiquer sur les bonnes pratiques de gestion forestière qui vont être favorables aux pollinisateurs. C'est nous aussi, en tant que forestiers, de mieux connaître comment on peut améliorer nos pratiques, parce que ce n'était pas forcément un sujet qu'on a beaucoup abordé jusqu'à maintenant. Donc, en termes de plantation, en termes de pratiques de gestion, en termes de connaissances aussi sur l'état de dépérissement du châtaignier. Et enfin, le 3e objectif, c'était vraiment de permettre aux apiculteurs aussi de rencontrer des propriétaires et de trouver plus facilement des emplacements pour les ruchers en forêt. Voilà, je te laisse, Marine, la suite. Oui, donc pendant pour la région Centre-Val de Loire, en fait, ça a été le projet a été monté un petit peu de manière différente, puisque vous l'avez compris, côté Pays de la Loire, c'est le CNPF, enfin, le CRPF, donc régional. On est regroupé en un centre national, hein. C'est pour ça que des fois, vous voyez CNPF ou CRPF, ça dépend si on parle au niveau régional ou pour l'établissement globalement. Mais donc, effectivement, en Pays de la Loire, c'est le CRPF qui a été porteur de cette initiative. En région Centre-Val de Loire, c'est plutôt au travers du Cap Filière où en fait il y a eu un appel à projet porté par la région. Nous, en région Centre, on avait travaillé un petit peu déjà sur les sujets apicoles, notamment en Sologne, mais finalement, il n'y avait jamais eu de projet régional de ce niveau-là. Et donc, il y a eu cet appel à projet qui visait effectivement à communiquer les pratiques forestières favorables aux abeilles. Et donc, évidemment, on s'est senti légitime pour répondre et porter le projet puisqu'on était interlocuteur privilégié, notamment des propriétaires forestiers privés. Évidemment, on travaille uniquement sur la propriété privée. Donc, au départ, on a répondu à cet appel à projet avec cet objectif de communication aux forestiers. Mais finalement, en montant le projet, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un besoin aussi des forestiers de faire comprendre ce qui se passait aux apiculteurs en forêt. Et il y avait un réel besoin d'échange finalement. On ne voulait pas uniquement faire une information descendante aux propriétaires forestiers. Et puis, on n'avait pas toute la compétence au niveau apicole pour pouvoir avoir voilà, les éléments techniques à amener aux propriétaires. Donc, on a monté ce projet avec effectivement l'objectif de vulgarisation, mais aussi, comme l'a dit Bérénice, de mettre en relation et d'aider voilà, à animer cette ambition qu'on avait de créer des duos et de créer voilà, des duos apiculteurs forestiers et de créer une réelle dynamique. Donc voilà pour les 2 montages. Et donc, il y a eu différentes actions, différents outils de vulgarisation qui ont été envisagés et portés sur les 2 régions. Et la première, c'était évidemment les rencontres apiculteurs forestiers qu'on a menées donc, sur les 2 régions. Nous, en région Centre-Val de Loire, on en a fait une première qui était un petit peu une réunion de test en 2020. Qui nous a permis de calibrer un petit peu, de voir comment ça se passait, quelles étaient les questions que peut-être on n'avait pas envisagées et pour améliorer derrière les 5 autres réunions qu'on a pu faire. Donc, on en a fait une par département qui ont à chaque fois rassemblé à la fois des propriétaires forestiers, donc une vingtaine en moyenne, et quelques apiculteurs qui ont pu aussi venir témoigner, venir comprendre, échanger avec les propriétaires forestiers. Chacune des réunions, elle s'est faite sur une propriété où il y avait déjà l'existence d'un duo apiculteur-forestier. Donc, il y avait déjà des ruches en place au moment des réunions sur la propriété. Et donc, ça a permis vraiment d'être dans le concret et d'aborder qu'est-ce que l'apiculteur a recherché sur la propriété, quels sont les points importants, intéressants pour lui sur cette propriété, et puis à la fois de comprendre, parce qu'on s'est rendu compte que des fois, il y avait des forestiers qui accueillaient des ruchers chez eux, mais qui finalement ne connaissaient pas grand-chose des conditions, de ce que recherchait l'apiculteur. Enfin voilà, il y avait des fois très peu de communication même entre eux. Il y avait juste cet accord tacite d'emplacement, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Voilà pour ce qui est des rencontres en région Centre-Val de Loire. On a fait à chaque fois une partie matinée avec vraiment une partie plutôt en salle où on présentait à la fois les enjeux et la filière forestière donc aux apiculteurs et on a pu présenter également la filière régionale aux forestiers pour leur expliquer un petit peu le contexte de la filière, la différence entre les apiculteurs sédentaires, ceux qui étaient itinérants, et de leur expliquer un petit peu le fonctionnement de la filière et les attentes surtout et les enjeux.
Donc, en Pays de la Loire, c'est vraiment le même principe. On a organisé une réunion par département en 2021 et 2022. Donc, à chaque fois, pareil, c'était un public mixte d'apiculteurs et de propriétaires forestiers. On se rendait chez un binôme apiculteur-forestier et en fonction du contexte, donc, on a pu illustrer différents points, en particulier les essences forestières mellifères, comprendre un petit peu les floraisons, l'importance d'avoir plusieurs types de pollen présents au même moment, et puis comment les pratiques de gestion sylvicole pouvaient favoriser ces essences mellifères. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'il fallait regarder dans sa propriété pour savoir si un emplacement de rucher était approprié ou non. Et puis, on a pu illustrer en fonction du contexte différentes pratiques sylvicoles, que ce soit les coupes rases, les éclaircies. On a eu aussi une réunion où il y avait une démonstration de débardage par cheval. Et à chaque fois, on parlait aussi beaucoup du châtaignier, expliquer parce que ça intéresse vraiment à la fois les forestiers et les apiculteurs, expliquer quelles sont les causes du dépérissement observé et comprendre un petit peu l'évolution de ces dépérissements face au changement climatique. Donc, voilà, tu peux avancer, Adrienne. Donc ensuite, en termes d'autres outils de vulgarisation, donc on a souhaité compléter ces réunions et surtout créer un document qui pourrait rester entre les mains des propriétaires à la fois en fin de réunion, mais aussi possible de distribuer pour ceux qui n'auraient pas pu participer aux réunions. Donc on a sur les 2 régions créé à chaque fois une brochure, un petit dépliant d'informations et surtout un peu de conclusion et de récapitulatif de tout ce qui a pu être ressorti de ces rencontres. Et donc voilà, avec un petit encart sur les généralités, à la fois sur les abeilles, mais aussi sur le lien avec la forêt, et notamment les bénéfices aussi que peuvent apporter les abeilles pour à la fois la diversité génétique, la fructification, etc., et qui sont nécessaires à l'équilibre de l'écosystème forestier. On a également donc abordé récapitulé, on va dire, les principaux critères d'accueil, les points sur lesquels il y a un regard à porter pour savoir si effectivement notre propriété forestière peut ou pas être intéressante pour un apiculteur. Les listes d'essences avec alors un calendrier des floraisons. Donc je sais que je vais vous montrer tout à l'heure illustrer les 2 brochures, mais je crois qu'en région Pays de la Loire, le calendrier des floraisons n'a pas été ressorti dans la petite brochure, mais nous, je sais que côté Centre Val de Loire, c'était une attente du groupe de travail qui a travaillé sur ça, et c'était une attente des forestiers qui avaient vraiment cette envie de voir ressortir ce petit calendrier là, des floraisons avec les périodes intéressantes pour les abeilles. Donc, nous, elle est ressortie dans la brochure. Mais elle est aussi disponible, il est aussi disponible ce calendrier dans un autre document qui existe et qui est plus global, qui parle effectivement des pollinisateurs de manière générale, qui est disponible aussi sur notre site internet. Ensuite, on avait un petit encart sur les recommandations de gestion pour améliorer le potentiel d'accueil, donc travailler à la fois sur la diversité, le mélange des essences, mais aussi sur la gestion des milieux ouverts, par exemple, sur la gestion des lisières forestières. Voilà, il y avait tout le récapitulatif de ces recommandations. Et enfin, un petit encart sur la réglementation, parce que c'est vrai qu'on avait pas mal de propriétaires qui nous posaient cette question lors des réunions de vulgarisation, qui nous demandaient ce qui était en termes de responsabilité, par exemple, quand on a des ruchers dans la propriété et des chemins de passage, par exemple, comment ça se passe au niveau des assurances. Voilà, on avait des petites questions comme ça qui revenaient régulièrement, donc on l'a remis aussi dans les brochures. Donc voilà, juste pour illustrer, on vous a remis les brochures une par une. Donc celle-ci, c'est celle du projet Mellifort pour le Pays de la Loire. Donc on est sur un petit dépliant 3 feuillets, assez classique. Et après, voilà, celle pour le projet Apiculture et Forêt, donc en région Centre-Val de Loire, avec, comme je vous le disais, le calendrier des floraisons qui a été remis également. Et un petit focus sur les landes, puisque c'est vrai qu'en région centre, on a pas mal de secteurs de landes avec cet enjeu de la bruyère, la calune, qui était assez intéressant et qui est de manière générale aussi accompagné et mis en avant par la gestion, notamment dans les aides et l'accompagnement dans les sites Natura 2000. Et comme toute la Sologne chez nous est en site Natura 2000, on avait envie aussi de le mettre en avant parce qu'il y avait un accompagnement technique et financier qui était possible pour l'entretien de ces zones qui sont très intéressantes aussi au niveau apicole.
En termes d'outils de mise en relation et de communication, encore une fois, alors là, c'était un petit peu la conclusion, enfin la dernière étape, c'est-à-dire qu'on a vulgarisé, on a communiqué, et puis il y avait cette volonté de mettre en relation des apiculteurs, des forestiers. Et donc, on a voulu structurer ça, et finalement, on avait quelques appels de temps en temps d'apiculteurs qui nous disaient en recherche des emplacements d'acacia. Est-ce que vous connaissez? Pour nous, c'était un petit peu compliqué de cibler les zones intéressantes. On n'a pas forcément une cartographie de toutes les propriétés avec chaque essence, etc. Donc, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on trouve un moyen de faciliter cette mise en relation. Et donc, on a créé un formulaire en ligne donc, qui a une double entrée. Est-ce que vous êtes apiculteur en recherche d'emplacement ou est-ce que vous êtes propriétaire forestier et que vous souhaitez proposer un emplacement? Et derrière, donc, le propriétaire ou l'apiculteur peut se déclarer et donc localiser voilà, le secteur recherché, donner un petit peu des critères de conditions recherchées, donc le type d'emplacement, est-ce que c'est un emplacement plutôt pour l'hivernage, est-ce que c'est un emplacement annuel, est-ce que c'est un emplacement voilà, pour de la transhumance, éventuellement les ressources recherchées et la taille du rucher pour avoir effectivement pour faire le lien derrière avec voilà, un propriétaire qui aurait une toute petite surface qui viendrait répondre en face aux critères, mais finalement avec un rucher peut-être trop conséquent, on pourrait voilà, un peu plus nous permettre d'orienter les mises en relation. Et puis, de la même manière, on a proposé aux propriétaires de donner leurs critères, de dire, voilà, si vous avez, est-ce qu'il y a déjà un apiculteur sur la propriété? Éventuellement les conditions d'accessibilité pour voilà, des véhicules lourds, éventuellement camionnettes ou engins un peu plus conséquents. Et est-ce que, par exemple, il permet ou est-ce que l'accès à la propriété est possible 24 heures sur 24 aussi pour pouvoir permettre des transhumances un petit peu de dernière minute comme ça peut être nécessaire pour certains apiculteurs. Donc, on a créé cet outil-là et qui derrière nous permet de faire un point régulièrement avec la DAPIC, donc pour nous en région centre, et de voir des fois si on a vraiment des correspondances possibles et si on n'en a pas, de derrière mettre dans nos newsletters ou dans nos revues régionales voilà, un petit encart en disant il y a un apiculteur qui recherche un emplacement dans un secteur. Si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez proposer, n'hésitez pas à nous contacter. Et de la même manière, côté ADAPI, qui peuvent aussi communiquer quand on a des propriétaires qui proposent des emplacements pour derrière mettre en relation les propriétaires et les apiculteurs et qu'ils puissent après voir entre eux ce qui est possible ou pas, que l'apiculteur puisse venir voir si effectivement l'emplacement correspond ou pas à ses besoins et à ses attentes. Voilà pour ce qui est de l'outil de mise en relation. Donc, il est disponible pour l'instant sur le site internet donc, du CRPF Région Centre-Val de Loire et bientôt sur le site des Pays de la Loire. Et juste pour compléter, sur notre site, vous avez aussi les résumés des rencontres et puis beaucoup de bibliographies et d'éléments techniques si vous voulez aller les voir. Donc, c'est le site du Centre régional de la propriété forestière. Ensuite, c'est soit Projet Mélifort, soit toi, Marine, c'est Forêt et Apiculture. Les forêts, oui. Donc, suite aux différentes rencontres qu'on a mis en place dans chacune de nos régions, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent un manque de dialogue entre les apiculteurs et puis les propriétaires forestiers qui accueillaient les ruchers. Et puis aussi beaucoup de questions sur les aspects réglementaires et puis même de bonnes pratiques, beaucoup de la part des propriétaires. Donc, il nous a paru important de proposer un document un petit peu cadre pour ceux qui le souhaitent, préciser un peu les modalités de la collaboration et puis expliquer un petit peu à la fois les aspects réglementaires, les aspects bonnes pratiques. Et voilà, donc on a proposé une charte des bonnes pratiques apicoles et sylvicoles sur chacune de nos régions. Et voilà, c'est des documents qu'on a fait naître à partir de ces échanges qui sont amenés à être adaptables. Déjà, c'est un cadre. Donc après, le propriétaire ou l'apiculteur peuvent prendre ces éléments pour se les approprier et proposer un autre document. Et évolutif parce que, donc, en tout cas, en Pays de la Loire, nous, on va se retrouver tous les ans avec les membres du COPIL pour éventuellement faire évoluer le document en fonction des nouvelles connaissances, des nouvelles données, des nouvelles réglementations. On s'est déjà rendu compte qu'il manquait certains éléments à l'utilisation sur les aspects de chasse, par exemple, ou sur les aspects d'incendie. Donc, c'est un document qui est amené à évoluer au cours du temps. Donc, nous, au niveau de la construction de la charte, c'est vraiment le CRPF qui l'a proposé en lien avec la DAPL.
Et on a travaillé avec le Grécia sur la partie pollinisateurs sauvages, sur les aspects de compétition pour proposer, c'est pas réglementaire, hein, c'est vraiment des propositions pour essayer d'avoir un nombre de ruchers adapté à la ressource mellifère. Et puis pour toi, Marine, ouais, je me laisse Oui, côté compléter. Centre Val-de-Loire, c'est un peu le même concept. C'est juste que, donc, on a créé aussi un comité de pilotage pour le projet de manière générale. Donc, effectivement, on a fait valider le projet de charte en copil, mais on a mis en place d'abord au préalable un groupe de travail. Donc, on a effectivement proposé et on s'est basé au départ sur une charte des bonnes pratiques qui avait été faite aussi sur la lavande en région centre. Et donc, on est parti sur la même forme, le même fond que ce projet-là, mais on a adapté donc effectivement à la forêt. Et surtout, on a voulu avoir les retours d'expérience des propriétaires aussi et des apiculteurs qui avaient déjà collaboré. Et donc, on a repris, en fait, on a demandé au duo qu'on avait identifié pour les réunions de vulgarisation, donc duo apiculteurs forestiers qui travaillent déjà, entre guillemets, ensemble, pour intégrer ce groupe de travail. Et donc, ils ont été d'accord pour se regrouper et nous faire remonter un petit peu tout ce que eux aujourd'hui avaient acté entre eux de manière tacite, entre guillemets, mais pour les intégrer dans la charte. Donc nous, ça s'est fait un peu en 2 étapes. Donc il y a eu à la fois le groupe de travail avec lesquels on a travaillé, puis on a effectivement ajouté des éléments, proposé des choses avec la DAPIC, hein, mais voilà, et on a fait valider cette charte en comité de pilotage. Et puis, effectivement, j'insiste aussi sur le côté évolutif, puisque de nos expériences, que ce soit en Pays de la Loire ou en région centre, on échange régulièrement aussi sur nos projets, puisque finalement, ces 2 projets ont émergé en même temps, sans qu'on le sache au départ, sur deux régions. Et puis, on s'est dit, il faut qu'on mutualise quand même l'énergie et dépenser, et puis les résultats. Donc, finalement, moi, je me rends compte aussi que notre charte aujourd'hui, elle parle en région centre beaucoup des conditions d'engagement, on va dire, plutôt partenariales, mais on n'a pas été jusqu'à, par exemple, annexer les mesures de gestion recommandées, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être acter prochainement et qu'on intégrera à la charte aussi comme une annexe complémentaire. Alors, on va regarder un petit peu en détail ce qu'il y a contenu dans cette charte maintenant. Alors, il y a une liste de bonnes pratiques pour les propriétaires forestiers, dont on vous donnera quelques exemples, mais du côté apiculteur, pour commencer, c'est une liste de choses que vous pourrez retrouver dans d'autres types de documents, tels que des contrats de pollinisation, des contrats de mise à disposition, et qui sont assez logiques. La première étape, c'est déjà de respecter la réglementation en vigueur concernant les ruchers, bénéficier d'un numéro de SIRET, d'un numéro d'apiculteur, avoir fait une déclaration annuelle de ses ruches, qu'il y ait bien les affichages obligatoires sur le rucher, que ce soit à l'entrée du rucher ou sur les ruches. Le respect, que l'apiculteur soit au courant des distances minimales obligatoires par rapport aux propriétés voisines qui dépendent de chaque département et puis les respecte. Que l'apiculteur soit couvert par une assurance en responsabilité civile, ainsi que ses ruches. Il y a un côté qui n'a pas été noté aussi, mais c'est essayer de prendre en compte la proximité de zones protégées au terme de la biodiversité, ou alors de ruchers, d'autres ruchers à proximité, dans une idée de bonne gestion de la ressource. Il va y avoir un côté aussi plus de bonne communication avec le propriétaire, à la fois en essayant de le tenir au courant. Alors, premièrement, des dates de présence des ruches, c'est-à-dire du moment où l'apiculteur va amener les ruches sur la parcelle forestière, du moment où il va les enlever, et si possible, des dates d'intervention, mais aussi fournir un contact permanent, soit de l'apiculteur, soit de la personne, si c'est un salarié ou un autre membre d'un GAEC qui va venir sur les ruches, pour que le propriétaire forestier, en cas de besoin, ait toujours un contact ou quelqu'un à contacter. L'apiculteur pourra aussi entretenir le rucher tout en respectant l'aménagement proposé par le propriétaire forestier. Par exemple, si la parcelle forestière est fermée par un portail ou des barrières, essayer de ne pas briser ces aménagements mis en place. Et enfin, dans les bonnes pratiques, c'est mettre une signalisation en place, puisque cette zone forestière pourrait être utilisée par d'autres usagers, tels que les promeneurs et les chasseurs, et donc mettre par exemple des panneaux pour les inciter à ne pas s'approcher des ruches lorsqu'ils passent sur la parcelle.
Pour ce qui est des engagements côté propriétaire forestier, donc on a ressorti la nécessité donc évidemment de proposer un ou plusieurs emplacements répondant aux besoins des contraintes de l'apiculteur, donc évidemment en accord, de se mettre d'accord en fait concrètement avec l'apiculteur, mais aussi surtout de veiller à laisser l'accès libre à tout moment. Donc effectivement, s'il y a des cadenas sur les portails, évidemment signaler à l'apiculteur s'il y a un changement du code, de la clé, etc. Sachant que évidemment lui, l'apiculteur s'engage aussi à informer autant que possible de son passage les propriétaires. Lui indiquer effectivement s'il y a d'autres ruchers présents sur la propriété, parce qu'on est des fois sur des grosses propriétés sur lesquelles il peut des fois y avoir la possibilité d'avoir plusieurs emplacements, mais ça nécessite quand même que l'apiculteur soit au courant. Et ensuite, il y a aussi un besoin on a ressorti cet intérêt, cet enjeu d'informer l'apiculteur à la fois des dates de chasse, mais aussi des interventions sylvicoles à proximité du rucher. Voilà, qu'on évite de tomber sur une situation où il y a des entrepreneurs forestiers qui arrivent et puis finalement qui doivent intervenir à proximité sans que l'apiculteur soit au courant, donc au risque de dégradation sur les ruches aussi, hein. Et effectivement, on a aussi trouvé pertinent, et notamment ça s'est arrivé un peu plus tard avec la question de l'évolution des peuplements et des questionnements que pouvaient avoir les apiculteurs sur des coupes sur les châtaigniers, par exemple, d'essayer aussi de s'engager à impliquer, entre guillemets, au moins à communiquer à l'apiculteur les projets à venir, parce que c'est vrai que finalement, on est sur des propriétaires qui ont des plans de gestion, qui sont des fois sur 10 ans, 15 ans, et donc des fois, 10 ans avant, ils savent qu'il va y avoir à un moment donné une évolution, des coupes assez importantes, avec peut-être un projet de transformation, donc même de changement d'essence. Et donc, voilà, on a jugé pertinent de mettre en avant l'importance pour l'apiculteur de peut-être pouvoir anticiper quelques années avant une baisse une perte d'emplacement, ou en tout cas une ressource qui serait amenée à diminuer sur l'emplacement qu'il avait jusque-là. Voilà pour les éléments globalement. Après, vous pouvez évidemment aller voir le contenu plus précis des chartes. Maintenant, quelques exemples sur les bonnes pratiques de gestion sylvicole qu'on va conseiller aux propriétaires forestiers. Donc, il y a une première partie sur la gestion des lisières, qui est vraiment le milieu privilégié des pollinisateurs, qui sont plutôt héliophiles. Donc, ce qu'on peut faire, l'idéal, c'est d'avoir une lisière qui est étagée, qui présente 3 strates de végétation, donc un ourlet herbacé, une strate arbustive et une strate adulte, par exemple. Et donc, par rapport à ça, ça va être de préconiser des prélèvements un peu plus importants sur les côtés pour faire entrer la lumière au sein de la forêt, ou s'il s'agit d'une plantation, de vraiment reculer en fait la première rangée de plantation pour me permettre le développement spontané d'arbustes et d'avoir une strate aussi un peu plus ouverte qui va être très favorable pour les floraisons des différentes essences. Il y a tout ce qui est entretien des milieux ouverts intraforestiers. Donc, on pense aux trouées, aux clairières qui peuvent avoir lieu, mais ça peut être aussi tout ce qui est bord des cloisonnements, des chemins, où il va y avoir une flore différente qui va se développer et qui va être intéressante. Et puis aussi, tout ce qui est coupe. Ce n'est pas forcément d'entretenir la clairière ou l'ouverture présente dans la forêt, mais aussi de faire alterner milieu ouvert et milieu fermé pour avoir déjà plus de lisières et puis une alternance de différents habitats et différentes sources de nourriture pour les pollinisateurs. Et puis, un dernier gros aspect de nos conseils, c'est sur la diversité des essences. Donc, comment la favoriser pour avoir des sources de pollen et de nectar qui soient étalées tout au long de l'année. Donc, il y a l'importance des éclaircies. Donc, les éclaircies, c'est quand on prélève une partie des arbres pour permettre le développement des arbres objectifs. L'éclaircie va apporter de la lumière au sol et puis va permettre le développement d'une strate arbustive intéressante. Donc, il y a maintenir lors des différentes coupes le mélange en marquant par exemple les essences mellifères qui vont être plus rares, comme les fruitiers forestiers qu'on retrouve souvent de manière parsemée au sein de la parcelle, les marquer différemment pour pouvoir les conserver lors de la coupe. Il y a les répicilves avec toutes les essences saule, noisetier, saule qui vont être intéressants surtout au début de l'année. Donc, bien maintenir ces arbres qui sont importants aussi pour les cours d'eau. Et conserver le lierre, bien sûr, qui a
qui a encore la vie dure parfois et qui est bien sûr, vous le savez, très important pour les abeilles. Et puis, on a rajouté aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, un aspect sur la nidification, puisque nos abeilles domestiques ont leur ruche, mais tout ce qui est pollinisateurs sauvages ont besoin de trouver un abri, donc que ce soit dans les arbres, beaucoup d'insectes pollinisateurs sont plutôt terricoles. Donc voilà, on a aussi ajouté ces aspects-là. Donc ça, c'est vraiment une annexe de la charte des bonnes pratiques. Et puis, vous pouvez retrouver davantage de détails sur notre site du CRTF. Donc pour conclure cette présentation, l'idée, ça va être de poursuivre un peu ce partenariat dans les prochaines années. Déjà de poursuivre les différentes actions qui sont mises en place, notamment la mise en relation d'apiculteurs et de propriétaires forestiers, par exemple via le formulaire qui vous a été présenté précédemment. Mais aussi continuer l'interconnaissance, mais ça va aussi être de faire des focus sur certains sujets, notamment, par exemple, il y a eu un recrutement qui a été fait en région centre pour travailler sur la problématique et l'implantation des robiniers faux acacias, pour réaliser un état des lieux sur cette ressource en région Centre-Val de Loire. Du côté CNPF, on a donc aussi des réflexions qui sont en cours sur l'expérimentation sur des plantations forestières, sur le choix des essences, le suivi des périodes de floraison, et puis vis-à-vis des pollinisateurs sauvages. Et ça se retransmet aussi notamment dans la participation au plan national d'action des pollinisateurs sauvages. Et je vous disais aussi des focus, je vous parlais de focus par exemple sur le robinet faux acacia en région Centre-Val de Loire. En région Pays de la Loire, il y a des travaux qui sont en cours de télédétection des parcelles de châtaigniers pour essayer d'estimer en fait le dépérissement de ces parcelles et mieux les cartographier et ainsi apporter des conseils de gestion aux propriétaires forestiers qui posséderaient des parcelles en dépérition pour qu'ils adaptent leurs pratiques. Voilà, sur ce, je vais redonner la parole à Myrène pour peut-être qu'on réponde à quelques questions. Ok, ça marche, mais merci beaucoup à tous les trois, c'était très intéressant. Peut-être moi, je peux commencer par une question personnelle. Du coup, comment c'est reçu un peu ça de la part des propriétaires, vos projets, vos préconisations? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils écoutent, qu'ils entendent, qui les Oui, alors intéresse? on le mettait un petit peu dans les enjeux au départ, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des propriétaires qui subissent, enfin concrètement, il y a beaucoup de questionnements par rapport au changement climatique. Et donc, nous, aujourd'hui, on amène cet élément de, OK, aujourd'hui, vos peuplements, ils souffrent. Et donc, il faut travailler sur la résilience, parce que finalement, bon, à la fois la résistance, mais la résistance, c'est un peu tard pour le dire, c'est plutôt la résilience, c'est-à-dire comment vos peuplements vont réussir à se reconstituer. Et aujourd'hui, ça, pour nous, la meilleure façon de répondre aujourd'hui, c'est de travailler sur ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et du coup travailler sur la biodiversité, sur le mélange des essences. Et finalement, la réponse, elle est là, c'est-à-dire que l'écosystème, on travaille sur un milieu vivant qui est un écosystème complexe. Et donc finalement, la biodiversité, c'est ce qui va permettre de répondre demain à comment votre forêt va s'adapter à ces changements. Donc finalement, ils sont quand même de plus en plus conscients que ces sujets-là de biodiversité qu'ils n'avaient pas forcément mis en avant jusqu'à maintenant sont importants. Et donc oui, moi, je vois vraiment la différence. On a de plus en plus de propriétaires qui nous demandent, enfin là, j'ai encore des groupes, on parlait tout à l'heure, Bérénice parlait des groupes de développement forestier, donc qui sont des associations de propriétaires qui font de l'expérimentation, etc. Il y en a une un groupe par département, et là, j'ai des demandes d'animation, de réunions sur la thématique biodiversité. Donc finalement, oui, c'est vraiment un sujet qui arrive de plus en plus. Et là, il y a aussi une volonté de multiplier les activités sur les propriétés forestières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle vraiment de cet aspect multifonctionnel de la forêt. Il n'y a pas que la forêt pour produire du bois, il y a la forêt pour produire du miel, pour à la fois des champignons, la chasse. Enfin, il y a vraiment tous les aspects qui viennent rentrer en jeu aujourd'hui. Et les propriétaires ont vraiment cet intérêt à voir aussi la biodiversité, voir les insectes présents dans leur forêt. Ok, bon, mais c'est super, c'est encourageant. Du coup, il y a pas mal de participants qui demandent la même chose. C'est est-ce que vos projets, ils ont essaimé dans d'autres régions de France? Est-ce que ce type de partenariat, CNPF, ADA ou autre structure forestière ou autre structure apicole existe en lieu actuellement? Est-ce que vous savez ça?
Alors, j'ai une première, enfin juste globalement une première réponse. Moi, j'ai eu quelques contacts là récemment de collègues d'autres régions. Donc, on a un réseau des ingénieurs environnement. Donc, Bérénice et moi sommes toutes les deux référentes environnement pour nos CRPF respectifs. Donc, on a un réseau national, on a un référent dans chaque CRPF. Et donc, effectivement, on a présenté, nous, nos travaux aux collègues. Et c'est vrai qu'il y a quelques régions où ça commence à émerger aussi ces partenariats-là, ces demandes. Et après, on a une région, la Nouvelle-Aquitaine, où on a vraiment une collègue au sein du CRPF qui travaille vraiment sur des projets dédiés sur l'enjeu mellifère. Et notamment, il y a des projets sur le robinet et les différentes provenances de robinet pour analyser à la fois leur intérêt en termes de caractéristiques techniques pour la production du bois, mais aussi leur potentiel nectarifère et floricole. Pour l'aspect apiculture. Donc, il y a de plus en plus de projets qui émergent sur la thématique. Bérénice, je ne sais pas si tu as toi d'autres compléments à apporter. Non, voilà, comme toi, des échanges avec les collègues d'autres régions, en particulier en Occitanie, mais après, c'est les moyens humains souvent qui manquent pour développer des projets similaires, mais on sent qu'il y a quand même un intérêt un petit peu partout, à la fois des apiculteurs et des forestiers. Ensuite, il y a une question, mais bon, qui pourrait être très très longue à répondre, mais c'est sur plusieurs questions qui se croisent sur le robinet faux acacia. C'est un peu l'avis du monde forestier sur cette essence, son avenir potentiel, des risques, des enjeux. J'imagine pour ne pas résumer ça rapidement, mais peut-être un petit mise en contexte. On peut essayer. Si, ça peut être assez rapide. Concrètement, aujourd'hui, les propriétaires forestiers ont des attentes par rapport au robinet parce que c'est une essence qui finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'elle peut répondre à nos problématiques de changement climatique parce qu'elle est adaptée. Aujourd'hui, on a plein de stations sur lesquelles on a des réelles difficultés à trouver des essences résistantes et qui vont pouvoir s'implanter sur ces stations forestières. Et souvent, le robinet peut apparaître comme une solution. D'autant plus que la filière bois, par rapport à cette essence, a aussi plein de bonnes choses à mettre en avant, puisque effectivement, elle est imputrescible, donc elle vient concurrencer les bois exotiques qu'on fait venir de l'étranger, sauf que là, elle est là, donc voilà. Mais on a, en face de ça, et de tous ces enjeux sur lesquels nous, propriétaires, enfin, pas nous, propriétaires, mais que les propriétaires peuvent attendre par rapport au robinet, on a c'est ce qu'on mettait tout à l'heure, le côté plutôt environnemental et l'approche qui existe aujourd'hui, puisque le robinet est listé dans les listes régionales et notamment dans les listes de connaissance des espèces exotiques envahissantes. Donc, on a une petite pression au niveau du monde un peu environnemental par rapport au fait qu'on introduise cette essence dans nos potentielles essences en plantation. Et donc, voilà, c'est remis en question, mais aujourd'hui, ce n'est pas une essence qui est réglementée, qui n'est pas interdite dans les listes des essences au niveau national. Donc, on n'interdit pas les propriétaires de le planter, on met juste des alertes par rapport à des zones qui pourraient y avoir, sur lesquelles il y aurait des enjeux majeurs, notamment par rapport à des habitats d'intérêt communautaire au niveau européen, où il pourrait y avoir des problématiques, effectivement, de transformation des peuplements qui viendraient dégrader les habitats, ou des milieux ouverts aussi d'intérêt qui pourraient effectivement être impactés. Mais globalement, en plus, en forêt, en milieu fermé, on sait que c'est une essence qu'on arrive à gérer, qui est intéressante et qui n'est pas forcément si problématique qu'on pourrait l'entendre sur les milieux ouverts. On est d'accord, il y a vraiment de choses à voir. Donc, il y a un gros sujet autour du robinet et c'est d'ailleurs pour ça que du coup, il y a une personne qui a été recrutée pour travailler vraiment sur cette question-là et aller questionner, interviewer les différents, justement, les différents partenaires, à la fois côté environnemental et à la fois côté forestier, de la filière, l'amont, l'aval, pour voir un petit peu où on en est sur cette essence et comment se positionner à l'avenir. Donc, il y a pas mal encore de questions qui sont sur des sujets très divers, peut-être sur quelque chose de très, très technique, sur l'enjeu d'une donnée sensible qui est la localisation des ruchers par rapport à votre application de mise en lien entre un propriétaire forestier et un apiculteur. Tout ce qui est coordonnées GPS de l'emplacement, du coup, du rucher. Ça, souvent, dans pas mal de projets, c'est quelque chose qui est réfléchi, débattu. Je ne sais pas, peut-être Adrienne, tu veux nous dire, est-ce que vous avez trouvé des solutions? Ça a posé question? Il y avait le propriétaire forestier qui proposait, donnait pas les coordonnées exactes. En fait, c'était un tableau où il proposait son emplacement.
Il mettait par exemple la commune, ce qui avait un petit peu quelques informations complémentaires, son contact. Puis ensuite, c'était l'apiculteur chez nous qui contactait le propriétaire forestier. Donc en fait, on ne savait pas, ou les personnes qui avaient accès au tableau n'avaient pas accès à l'emplacement exact du rucher. Donc de ce côté-là, c'était pas gênant. Après, côté centre Val-de-Loire, je pense pas qu'il y ait non plus d'accès libre des données GPS en fait, ou des emplacements précis des ruchers. D'ailleurs, le formulaire ne permet pas de mettre en ligne, c'est-à-dire que ça nous revient, nous, CNPF, hein, les informations sont, on a le récapitulatif, donc côté ADAPIC et côté CNPF, des propriétaires qui se sont déclarés des apiculteurs, mais du coup, la donnée n'est pas du tout publique. Après, c'est nous qui mettons en lien un propriétaire en lui disant, voilà, il y a un apiculteur qui cherche, et après, ils se contactent entre eux, et finalement, nous, derrière, à part savoir que ces deux personnes sont en relation, d'ailleurs, on va essayer de continuer l'animation pour savoir si ça aboutit ou pas, au minimum pour avoir un peu des indicateurs. Mais en tout cas, on n'aura pas l'emplacement exact, on n'aura pas, on n'aura pas vraiment les suites et la finalité réelle de où est-ce qu'est l'emplacement au final. Ouais, donc il n'y a pas de, enfin le secret est bien gardé. Est bien gardé. Ok. Et du coup, il y aura des questions un peu plus spécifiques, mais je ne sais pas si vous pourrez vraiment y répondre sur l'agroforesterie. Des choses aussi un peu sur les cultivars dans les plantations, l'étalement des floraisons. Mais du coup, on va bientôt devoir conclure. Je peux garder peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a un peu des passerelles entre vos travaux et la forêt publique, l'ONF ou l'autre, ou pas pour l'instant, ou pas du tout? On n'a pas forcément, nous, on les a conviés au projet, on n'a pas forcément travaillé ensemble sur le projet avec l'ONF. Par contre, à chaque réunion, il y avait souvent des techniciens ONF qui étaient présents parce que très intéressés pour en savoir plus sur le sujet ou apiculteurs. Donc, on travaille de temps en temps ensemble, mais on n'a pas créé le projet ensemble. Okay. Non, c'est pareil, côté Centre-Val de Loire, ils ne sont pas forcément moteurs dans le projet, puisque au moment où on a répondu à l'appel à projet, nous, on a ciblé effectivement uniquement la forêt privée sur laquelle on avait un moyen direct d'action, mais c'est vrai qu'on n'est pas en lien avec l'ONF sur ce projet spécifiquement, sur d'autres sujets. Ok, du coup, la charte des bonnes pratiques, pour l'instant, elle est surtout diffusée auprès des propriétaires privés et appliquée par eux. Ouais. Ok, je vois Axel qui rallume sa caméra, ça veut dire que l'heure de la conclusion approche. Du coup, merci beaucoup à tous les trois, c'était très enrichissant. Merci à vous. Et Merci. Axel, je te laisse la main pour conclure cette matinée. Merci beaucoup. Je vais conclure très rapidement. Merci à tous les intervenants. On voit bien que accompagner les apiculteurs, ça passe aussi avant tout par créer des partenariats avec les autres filières sur les territoires et construire des supports techniques avec eux pour les apiculteurs. Merci encore. Je vais passer la parole pour le dernier mot à Margot. Margot, merci infiniment parce que tu as organisé toute cette semaine du séminaire scientifique et technique. Merci encore pour ton engagement. Je te passe la parole. Oui, merci à tous pour votre implication. Merci aussi Axel, Adèle et Elodie pour votre participation à l'élaboration du programme de cette semaine. Merci aussi à tous les participants. Donc, vous avez été nombreux à participer à ces webinaires. Donc, on a été entre 100 et 150 sur les 4 sessions. Et vous avez aussi posé beaucoup de questions. Donc, c'était aussi très enrichissant, je pense, pour tout le monde. Donc, j'espère que cette deuxième édition du séminaire scientifique et technique vous a plu et a pu répondre à vos questions. Et n'hésitez pas, donc, quand on va clore ce webinaire, vous aurez un questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. Donc, n'hésitez pas à le compléter et nous dire s'il y a des pistes d'amélioration qu'on peut creuser pour l'édition de l'année prochaine. Ces webinaires, ils seront donc rediffusés en ligne. Donc sur la chaîne YouTube d'ADA France ou Bitsap. Je vous informerai quand ce sera le cas. Et puis à l'année prochaine pour la 3e édition de ce séminaire.